Dans cette partie de l'étude, Bernard de Montréal aborde le sujet de la conscience critique. Selon lui, la conscience critique est très importante car elle nous ramène toujours à nous-mêmes. Une personne qui développe une conscience critique est donc plus en mesure de faire face à la pollution mentale. La conscience critique équivaut à une capacité voyante ou à un radar mental, qui permet de ne jamais être magnétisé par les pensées ou les atmosphères des autres. Son but ultime est de rendre l'homme non magnétisable afin qu'il ne soit plus pollué par les différentes races et cultures. Pour développer cette conscience critique, il faut être constamment à l'écoute de soi. Cela signifie évaluer toutes les informations et interactions par rapport à soi-même, et ne pas se laisser magnétiser par les autres. Le magnétisme extérieur peut faire perdre son identité à une personne et la soumettre à la domination d'un autre esprit, ce qui est néfaste. Cependant, il est difficile de développer cette conscience critique en raison du grand nombre d'informations et de désinformations présentes dans les systèmes matériels et spirituels. L'homme a tendance à simplement regarder la chose sans l'évaluer par rapport à lui-même, ce qui conduit à sa magnétisation et à la pollution mentale. En réponse à une question sur le magnétisme lié à l'identité, Bernard de Montréal indique qu'être magnétisé par quelqu'un qui a de l'identité est peut-être moins dangereux que d'être magnétisé par quelqu'un qui est trop dans la personnalité, mais il ne peut pas pleinement répondre à la question. Dans cette conversation, une personne en France mentionne qu'elle a entendu dire qu'un grand bonhomme en France voulait écrire une œuvre sur le silence. Cependant, elle réagit avec scepticisme et critique en affirmant que le silence n'existe pas réellement, mais qu'il s'agit plutôt d'un aspect astro-spirituel de la voyance intérieure et de la communication mentale. Elle souligne l'importance d'avoir un esprit critique et de ne pas accepter les choses sans remise en question. Elle explique que si elle n'avait pas eu cette conscience critique, elle aurait accepté l'idée de l'œuvre sur le silence sans contestation. Elle met en évidence le fait que l'homme aura un jour une conscience critique à un niveau très développé. Elle ajoute que la pollution spirituelle peut être sophistiquée, y compris dans des concepts comme le silence, et que si l'homme n'a pas suffisamment de conscience critique, il peut contribuer à cette pollution spirituelle. Ensuite, la discussion aborde le sujet de la conscience critique sans but précis. Il est expliqué que la conscience critique fait partie du processus créatif qui résulte de la connexion entre l'esprit et l'âme. Plus l'âme est libérée de la mémoire et moins elle est astralisable, plus l'esprit peut la faire vibrer. À ce moment-là, l'humain est capable de transposer dans sa réalité des principes universels et d'apprendre par lui-même. Cependant, il est souligné qu'il est important que l'homme soit traversé par sa propre lumière, c'est-à-dire par son esprit, afin de développer une conscience critique absolue. Dans l'involution, on ne nous a pas permis d'accéder à cette conscience critique absolue, mais un jour l'homme pourra accéder à des plans de conscience mentale où le vrai et le faux seront dominés par le réel. Cela permettra à l'homme de connaître et de comprendre les mystères, de définir sa propre réalité et de se libérer des contraintes de la mémoire collective et du karma. En fin de compte, l'homme sera libre et pourra atteindre une conscience supramentale. L'homme a la capacité de faire vibrer ses corps subtils jusqu'au niveau cellulaire grâce à son mental éveillé. Cela lui permet de ne pas être pollué par les critiques constantes et les jugements extérieurs. Deux êtres conscients peuvent échapper à cette critique en se tournant vers l'étude plutôt que le jugement. Lorsqu'un être conscient étudie l'autre de manière objective, cela permet une croissance rapide de la conscience. Cependant, pour pouvoir faire une étude, il faut accéder à un certain taux vibratoire et avoir une conscience psychique plutôt que psychologique. Dans le cas contraire, cela peut conduire à une pollution mutuelle. Dans cette conversation, BDM explique que la conscience critique psychologique est basée sur une perception subjective et est donc de la désinformation. Elle est influencée par l'ego et la territorialité. En revanche, la conscience psychique est plus objective et vibratoire, et permet de reconnaître la lumière de l'esprit à travers chaque individu. L'esprit ne compare pas les intelligences, mais reconnaît que chaque personne a sa propre forme d'intelligence. L'instinct, bien qu'utile pour les mécanismes de défense, est considéré comme pervers car il maintient l'individu dans le registre de conscience astrale, où règne l'ambition et la crainte. Dans cet extrait, le dialogue entre DM et BDM. Le sujet de l'instinct et de son impact sur l'évolution individuelle. BDM explique que l'évolution de l'individu est liée à la transmutation de ses corps subtils et à l'élimination des instincts inutiles. Il souligne que l'instinct est nécessaire dans des situations de défense, mais devient néfaste lorsque des peurs et des préjugés infondés se manifestent dans des sphères sociales, philosophiques et religieuses. La crainte est identifiée comme le facteur clé qui encourage la persistance de ces
instinct et perturbe l'évolution intellectuelle et mentale. BDM affirme que pour se dégager de ses instincts et développer une pensée critique, il faut éliminer la crainte. Il explique également que l'incapacité à séparer la réalité sociologique de différentes races peut contribuer au racisme. Ainsi, BDM suggère que l'évolution individuelle nécessaire pour se libérer du karma planétaire implique le contrôle de son énergie et la capacité de faire une critique objective sans se laisser influencer par des instincts territoriaux ou racistes. Dans ce discours, l'orateur souligne l'importance de la mobilité et du déménagement dans la vie humaine. Il estime que la capacité de déménager est un aspect crucial de la liberté et de l'intelligence humaine. Il explique que s'accrocher à un territoire et refuser de déménager peut conduire à la frustration et au racisme. Selon lui, il faut être suffisamment intelligent pour déménager lorsque la situation devient désagréable, même si on est arrivé le premier. Il donne l'exemple de sa maison au Mexique qui a été entourée de constructeurs qui ont dégradé sa vue, ce qui l'a poussé à déménager pour retrouver la tranquillité. Il explique que, dans les sociétés démocratiques, il est normal que les gens s'installent près de chez vous, à moins que cela ne cause des nuisances extrêmes. En conclusion, l'orateur affirme que la mobilité améliore constamment la conscience et est un signe d'intelligence. Dans cette discussion, Bernard de Montréal, BDM. Que la conscience fondamentale n'est pas raciste mais qu'elle a du mal à supporter les différences lorsqu'elles sont très marquées. Il explique que le racisme est créé par le manque d'intelligence et de capacité à reconnaître et accepter la différence dans la conscience des autres. Cependant, il souligne que l'on peut devenir conscient de cette différence sans la juger en termes de valeur. BDM affirme que les personnes capables de se marier avec des personnes de différentes cultures ont souvent une conscience sociologique plutôt qu'une conscience critique, ce qui les rend moins attachés à leur propre identité. Il ajoute que ceux qui sont confus ou ont des problèmes d'identité ont tendance à se mêler à tous les groupes afin de se sentir moins confus, mais ceux qui ont une identité solide reconnaissent rapidement les problèmes structurels de ces milieux. Dans cette conversation, les intervenants discutent de l'idée de se mélanger à différents endroits et de voyager à travers le monde. Ils soulignent que certains environnements sont spécifiquement conçus pour des expériences spécifiques, comme fumer de la coke dans un endroit dédié à cette activité. Il souligne également que lorsqu'on voyage, on recherche souvent ce qui est beau, intéressant, créatif et utile, mais qu'il est temporaire et qu'on est souvent heureux de revenir chez soi. Il note que vivre dans un pays étranger peut être difficile en raison des différences culturelles et astrales. De plus, il mentionne que le tourisme a changé au fil des ans, car il est devenu une affaire d'argent et a affecté l'atmosphère des pays visités. Il conclut en notant que voyager aujourd'hui n'est plus aussi plaisant qu'auparavant en raison de ces changements. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le thème de l'argent et son influence sur la société et l'identité des individus. Selon lui, l'argent est devenu une force puissante qui régit le monde et permet aux peuples pauvres de sortir de leur situation, mais à un prix souvent élevé. Il souligne que l'argent est devenu un outil de perversion, contrairement à son utilisation antérieure comme outil de construction. Il nie également que l'argent puisse donner une identité et affirme que l'identité est le résultat de la construction intérieure de l'homme, indépendamment de son statut financier. Il estime que la conscience critique est nécessaire pour traiter avec le pouvoir de l'argent sans être absorbé par sa magnétisme. L'argent est perçu comme un outil, mais il doit être précédé par la conscience. L'absence d'identité conduit à l'insatisfaction, même si une personne possède de l'argent. L'identité permet à une personne d'être bien, même si elle a peu d'argent, car elle favorise la créativité. Enfin, il souligne que la recherche de l'argent par des moyens conscients n'est pas recommandée, car cela pourrait entraîner une aspiration astrale. Dans cette conversation, le locuteur explique que la conscience et l'argent sont liés au développement de l'individu. Il dit qu'il existe différents niveaux de conscience et que chaque personne vit son expérience en fonction de ce dont son esprit a besoin. Il affirme avoir vécu une expérience spirituelle intense qui l'a empêché de gérer l'argent. Cependant, au fil du temps, il est revenu à une vie normale et a pu traiter intelligemment avec l'argent. Il dit également que le développement de la conscience critique ne dépend pas de la richesse ou de la pauvreté, mais plutôt des choix individuels et de l'intelligence avec lesquels l'argent est utilisé. La conscience en relation avec l'argent est une question de programmation individuelle ou karmique. Certains individus doivent traverser des expériences transformatives pour évoluer spirituellement, tandis que d'autres n'ont pas à les vivre. Si quelqu'un perd de l'argent, cela signifie qu'il n'a pas été assez intelligent ou conscient dans sa gestion. En conclusion,
la conscience et la gestion de l'argent sont des aspects individuels qui ne sont pas nécessairement liés à la richesse matérielle. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, affirme que l'homme perd lorsqu'il se fait astraliser, c'est-à-dire lorsqu'il est moins conscient et plus manipulable. Il souligne que la perte fait partie de l'expérience de l'homme et que cela peut être causé par un manque d'intelligence et d'ajustement des corps. BDM affirme qu'en ayant accès à une conscience plus élevée, il n'a plus à perdre. Il explique que l'esprit n'est pas intéressé par la matière ou l'argent, mais qu'il permet à l'âme de traiter avec ces éléments de manière intelligente. Selon lui, plus l'homme est évolué, plus il est capable de traiter avec l'argent de manière efficace. BDM souligne également l'importance pour tout individu conscient d'apprendre les lois de la finance afin de ne pas rester victime du système, mais plutôt de l'utiliser de manière créative. Dans cet extrait, l'auteur soulève l'importance de préparer les jeunes à la gestion financière dès leur plus jeune âge. Il déplore le manque de sensibilisation à la finance dans l'éducation traditionnelle et dans les familles. Il donne l'exemple du prince Charles, qui a bénéficié d'un héritage financier dès sa naissance, ce qui lui a permis d'accumuler une grande fortune. L'auteur estime que tous les parents devraient faire de même pour leurs enfants, en leur donnant une somme à investir dès leur naissance afin qu'elles puissent générer des intérêts composés au fil des années. Il critique également l'attitude générale selon laquelle la finance et l'argent sont toujours perçus comme quelque chose de négatif, et appelle à une approche plus intelligente et pragmatique de la gestion financière. Il affirme que la conscience et l'intelligence doivent être appliquées dans tous les aspects de la vie, y compris dans la gestion de la sexualité, de l'argent et du prestige. En conclusion, l'auteur encourage à développer une conscience critique et à utiliser l'intelligence pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne de manière créative et proactive. Lors d'une discussion sur la conscience et la science, Bernard de Montréal fait une distinction entre la conscience exécutée intelligemment, qui relève de la science, et la spiritualité, qu'il rejette. Selon lui, la science consiste à appliquer la conscience en confrontant nos besoins et désirs à ce qui nous entoure, ce qui permet de créer des principes ou des lois. Cela s'applique aussi au niveau psychologique. Il y a une science précise qui dit que si l'on ne lâche pas une relation amoureuse qui nous fait souffrir, on continuera à souffrir. En conclusion, il affirme que la science et la conscience vont de pair.